Et ensuite, je vous présente le conférencier prochain. Je m'appelle Hirahata, je représente l'Université de Shiga. Et puis, la session suivante, c'est M. Anthony Lidicote qui vient de Australie du Sud. Il est spécialiste de langue applicable et surtout il est responsable, il est spécialiste de pragmatique. Et également, il s'intéresse beaucoup à au plurilinguisme. Je n'ai pas beaucoup d'informations plus détaillées sur lui, mais M. Lidicote a écrit une thèse. Et donc, je sais qu'il est spécialiste de langue appliquée, mais il travaille aussi pour le développement de l'enseignement. Et il a beaucoup étudié, et puis là, il a fait le critique très juste sur ce qui se passe au Japon. Et après, M. Lidicote et M. Nagano est désigné comme interlocuteur privilégié. Alors, je vais vous proposer un point de vue de l'Australie. En Australie, l'enseignement interculturel, et surtout l'enseignement des langues étrangères aux Australiens qui parlent anglais comme locuteur natif. Je commence par l'idée que apprendre une langue n'est pas la simple acquisition de la grammaire et du vocabulaire. La grammaire et le vocabulaire ne sont qu'une partie de la compétence nécessaire pour parler une langue. Parce que parler une langue est un processus de signification et la signification ne peut être comprise qu'en connaissant le contexte de son énonciation. La signification est donc à la fois linguistique et culturelle parce que la culture fait partie du contexte de l'énonciation et donne forme aux possibilités communicatives de l'énonciation. Impliqué dans des processus de signification, un locuteur d'une langue seconde est à la fois un apprenant qui est en train de développer des compétences linguistiques et un acteur social qui participe à des processus de signification dans une langue nouvelle et dans un nouveau contexte culturel. L'apprenant d'une langue doit donc arriver à comprendre la signification de la langue qu'il entend et qu'il lit, c'est-à-dire l'apprentissage, et à utiliser sa compréhension pour créer des significations dans sa nouvelle langue, c'est-à-dire l'action. Il interprète cette nouvelle langue en même temps qu'il apprend à l'interpréter. Dans ce sens-là, il est médiateur culturel. Et Goa Radenkovic et ses collègues définissent le médiateur culturel comme un acteur social qui élabore et met en place des dispositifs qui permettent de rétablir les sens là où il y a une rupture de sens, c'est-à-dire de donner à celui qui ne comprend pas les moyens de comprendre. Je voudrais réfléchir ici sur une question de terminologie. Dans cette citation, en français en général, on parle surtout de la médiation culturelle. Mais dans cette communication, je vais retenir le terme médiation interculturelle, qui est plus commun en anglais qu'en français. Et pour moi, souligne le fait que la médiation implique une position entre deux cultures et une nuance différente entre les deux termes que je veux garder. Dans leur définition de médiateur culturel, Goa Radenkovic et collègues semblent parler d'un médiateur déjà formé qui a la compétence de servir de médiateur. Mais l'apprenant d'une langue est un médiateur en formation
Et je crois que le locuteur interculturel est toujours un médiateur en formation. Mais l'apprenant d'une langue qui a la compétence de servir de médiateur, mais l'apprenant d'une langue, la médiation des cultures est donc plus complexe parce qu'il peut être à la fois celui qui ne comprend pas et celui qui doit établir le sens de la langue qu'il rencontre dans l'interaction avec les autres. Il doit donc trouver des nouvelles possibilités significatives où sa propre cadre culturel ne fournit pas les ressources nécessaires pour interpréter la signification de son interlocuteur ou pose des problèmes à s'exprimer dans la nouvelle langue. Il doit donc trouver les solutions en dehors de sa propre langue et sa propre culture. Pour Byron, cet aspect externe est un élément fondamental de la médiation interculturelle. Il dit que la médiation est la capacité de prendre une perspective externe sur soi-même au cours de l'interaction avec d'autres et d'analyser, et là où c'est souhaitable, d'adapter son comportement à les valeurs et croyances à sa base. La médiation des langues et des cultures est un processus interprétatif où le locuteur prend une perspective externe sur soi-même, sur ses propres pratiques communicationnelles et sur le rôle des langues et des cultures dans la communication au cours de l'interaction. Dans l'interaction, le participant est donc à la fois acteur et analyste de ce qui se passe. Une partie de son action médiatrice consiste à l'interprétation des pratiques linguistiques qui diffèrent entre son propre contexte culturel et celui de la langue en action qu'il apprend, c'est-à-dire dans les différences pragmatiques. La médiation inclut une conscience métalangagière, c'est-à-dire métapragmatique, la conscience de la signification sociale et culturelle des formes variables en langue seconde et la conscience des moyens à travers lesquels ces formes marquent d'aspects différents des contextes. La conscience métapragmatique joue un rôle très important dans l'apprentissage interculturel parce qu'elle inclut la connaissance de l'influence de la culture sur la signification linguistique ou langagière, la variabilité qui existe au sein de la communication humaine. Selon Kinzinger et Farrell, la conscience métapragmatique est définie comme une compréhension de la signification sociale des formes variables en langue seconde et la conscience des moyens à travers lesquels ces formes marquent d'aspects différents des contextes sociaux. Safon Jorda, qui prend comme point de départ l'apprenant d'une langue dans sa définition de compétence métapragmatique, dit qu'elle est la reconnaissance de ces caractéristiques contextuelles qui déterminent la mesure dans laquelle une formule linguistique donnée peut être appropriée dans une situation particulière. La production pragmatique est donc considérée comme la relation entre les réalisations linguistiques produites et les intentions du locuteur qui y sont spécifiées. D'une part, est comme une sensitivité dans les explications de références culturelles de la langue cible sur l'autre. La conscience métapragmatique inclut donc les éléments suivants: le rôle du contexte culturel, social, etc., dans la communication, les relations entre la forme et l'usage de la langue, la capacité d'analyser et d'expliquer les différences linguistiques et culturelles qui caractérisent la communication humaine. Dans cette communication, je veux discuter le rôle de l'apprenant comme analyste et étudie les moyens à travers lesquels la conscience métapragmatique est utilisée pour expliciter et sémiotiser des différences tirées des contextes culturels en situation de langue en action. Je vais analyser les explications d'apprenants de français, de japonais et de l'anglais, où ils font appel à la conscience métapragmatique, à la conscience de l'effet de la langue en action, de ce qui va être marqué, codé, exprimé
par les formes linguistiques en contexte afin de montrer comment la pragmatique linguistique peut fournir un point d'accès pour mettre en relation les langues et les cultures. Cette communication se base sur deux espèces de données. Des interviews avec des apprenants sur les aspects de l'apprentissage et des enregistrements des interactions de petits groupes en classe. Les participants qui ont contribué à ce projet sont des étudiants au niveau universitaire en Australie, des apprenants du français niveau débutant, des apprenants du japonais niveau intermédiaire, des apprenants de l'anglais niveau avancé. Ces apprenants sont les étudiants ressortants des pays non anglophones qui sont inscrits dans une université australienne. Les données sont collectionnées en anglais et il y a dans ce livret des traductions de ces données en français et en japonais. Donc, c'est une communication plurilingue qu'on est en train de faire. Je commence avec ce que j'appelle médiation pour d'autres. Ici, je vais parler des instances où les apprenants ont servi de médiateurs pour donner à celui qui ne comprend pas les moyens de comprendre, pour emprunter les mots de Goa Radinkovic et collègues. Dans ce premier exemple, 3 apprenants australiens de japonais sont en train de créer un dialogue sur une visite à une famille japonaise. Ils passent en revue des actes et des paroles qui seront pertinentes dans une telle situation. Les étudiants B et C n'ont jamais visité le Japon, mais l'étudiant A a passé un mois en échange au Japon où elle a séjourné avec une famille d'accueil. Les étudiants commencent par la question de si on doit donner un cadeau lors d'une visite à une maison japonaise et au cas où, quel cadeau sera approprié. A propose un petit cadeau, tel que des gâteaux. Les étudiants décident pour les gâteaux et passent à considérer la langue qu'on utilise quand on en fait un cadeau. C propose la phrase « Kono keiki wa oishii desu », basée sur une pratique australienne. Dire qu'un cadeau est bon indique qu'on estime le récipient et qu'on veut lui faire quelque chose de bon. Cette phrase est rejetée par B, qui se souvient d'une phrase dans le manuel. A propose le mot tsumaranai comme énonciation partielle. C'est mettre en question la justesse de ce mot, qui pour elle a une signification ennuyeuse qui ne semble pas convenir au contexte. Il y a un conflit entre sa perception culturelle des formules de politesse et la pratique japonaise que A lui propose, et B confirme l'usage de tsumaranai en lisant la phrase dans le manuel. A tente maintenant à expliquer l'usage de cette phrase qui paraît déplacée assez. Dans cette explication, il met en question la pratique australienne de dire qu'un cadeau est bon, c'est-à-dire qu'il adopte une perspective externe pour démontrer pourquoi dire un cadeau est sans importance et sans valeur peut être approprié et peut signaler l'humilité et donc la politesse. Il est donc médiateur de la culture japonaise pour son interlocutrice australienne. Il a développé pour lui-même et il articule pour C une logique basée dans sa connaissance de la culture japonaise et donne valeur à cette façon de parler japonaise. Dans son explication, il démontre aussi que la pratique australienne n'a pas une logique universelle et que dans le contexte japonais, cette pratique n'a pas la même valeur qu'en Australie. Dans le deuxième exemple, 2 étudiantes australiennes et une étudiante chilienne dans une classe de communication interculturelle sont en train de discuter les différentes pratiques culturelles qui encadrent l'expression du remerciement. Le point de départ est la lecture d'un texte qui indique que dans d'autres cultures,
on ne remercie pas dans les contextes où le remerciement sera attendu en Australie. L'étudiante chilienne a reconnu dans la description des pratiques d'autres cultures une pratique qui lui est familière et aussi a expliqué aux Australiennes la logique culturelle à la base de cette pratique. Ici, les étudiantes discutent si on dit merci à sa mère quand elle prépare un repas. Elle donne une explication de la pratique chilienne et la signification d'un tel remerciement dans son propre contexte culturel. Le remerciement peut avoir une conséquence négative. C'est commente sur cette conséquence, qui pour elle ne sera qu'une mécompréhension de l'intention du locuteur. Pour elle, dire merci n'est qu'un simple acte de politesse. Elle réplique que ce qui est poli en Australie n'est forcément pas poli dans une autre culture. Elle fait une petite explication de sa compréhension de la pratique de remercier en Australie. Pour l'Australien, dire merci indique que le locuteur a eu reconnaissance de n'importe quel acte des autres, mais que dans le contexte culturel chilien, on dit merci seulement si quelqu'un a fait quelque chose qui est inattendu ou anormal. Après avoir discuté quelques exemples, B propose maintenant une nouvelle compréhension de la signification du remerciement dans la situation chilienne qui a lancé la discussion. Dire merci indique que son interlocuteur a fait quelque chose d'anormal. Ceci pose un nouveau problème pour B. Si on veut exprimer la reconnaissance et on ne peut pas dire merci, qu'est-ce qu'on dit? Elle propose un compliment comme alternative, mais cette possibilité est aussi rejetée par A. Et la logique de sa réjection est la même que pour sa réjection du remerciement. B veut savoir comment on peut dire ce qu'on signifie par merci en Australie. Mais la réponse d'A nie la possibilité de dire quelque chose qui a la même signification. La solution est extralinguistique. Dans ces deux exemples, le médiateur interculturel tente à expliquer la logique culturelle qui est à la base d'une pratique culturelle à quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne connaît pas cette pratique et qui ne partage pas la logique culturelle de cette pratique. Dans la médiation, il ouvre pour des autres de nouvelles interprétations de langue comme action sociale. Il participe dans un processus comparatif qui met en association la culture de la langue cible et la culture de l'autre. Et cette comparaison fournit la base pour une interprétation de la signification des actes linguistiques dans de différents contextes culturels. Au début de cette communication, j'ai indiqué que pour l'apprenant d'une langue, la médiation interculturelle peut inclure des cas où l'apprenant lui-même doit arriver à comprendre quelque chose qu'il ne comprend pas. Pour y arriver, l'apprenant doit réfléchir sur la langue telle qu'il a expérimentée dans son apprentissage pour arriver à une conclusion qui explicite des relations entre l'usage d'une langue et sa logique culturelle. Dans l'exemple 3, l'étudiant parle de quelque chose qui pose de très grands problèmes pour les Australiens et d'autres anglophones qui apprennent le français, le tutoiement et le vouvoiement. Ici, l'étudiant ne reconnaît que sa compréhension est partielle. Il commence par l'idée que les pratiques linguistiques des Français sont compliquées et subtiles. Une comparaison implicite avec ses propres pratiques qui, pour lui, ne le sont pas. L'expression en anglais lui paraît plus facile. Pourtant, il se pose la question, qu'est-ce qu'un Français penserait de cette pratique australienne? Il est conscient que
Dans la pratique australienne d'utiliser le pronom you et les prénoms, il y a un manque d'informations sur les relations sociales entre interlocuteurs qui peut être difficile à déchiffrer pour les Français. Dans cette situation, l'étudiant n'a pas résolu son problème, mais il est en train de développer une interprétation du tutoiement et du vouvoiement qui ne traite pas leur usage comme une question de règle, mais comme une question de signification. Il commence à interpréter la signification du choix entre tu et vous et d'adopter une perspective externe à sa propre contexte culturel. Dans cette situation, il agit comme médiateur des pratiques culturelles françaises pour lui-même, c'est-à-dire par un processus d'interprétation et de réflexion et de sémiotisation. Et ce processus donne à l'étudiant qui ne prend pas les moyens de comprendre. Dans l'exemple 4, l'étudiant discute les complexités des verbes de don en japonais et l'usage de ces verbes dans une construction ancrée dans la culture japonaise. L'étudiant décrit une nouvelle compréhension de l'acte de donner qui lui permet de rapprocher la construction japonaise et ses conceptions préalables issues de la langue anglaise. Il commence par indiquer que, pour lui, l'apprentissage des verbes de don en japonais consiste à deux problèmes. Le problème de déixis social et le problème de l'usage des verbes de don avec des actions. Où pour lui, il n'y a pas d'acte de donner. À partir de sa perspective anglophone, cet usage, ou plutôt la combinaison d'une action et un verbe de don, n'est pas compréhensible. Pour résoudre le problème conceptuel créé par cet usage, il a dû reconcevoir l'acte de donner et se rendre compte qu'un acte peut être conçu d'une façon différente. Cette reconceptualisation lui permet de voir une logique dans une structure grammaticale jusqu'ici incompréhensible, et il a interprété la différence dans la grammaire de l'anglais et du japonais comme une différence de signification, et ce processus de resignifier l'acte de donner est pour lui une ouverture sur une nouvelle façon de concevoir le monde. Dans ces exemples, les étudiants ont eu besoin d'interpréter des aspects d'une langue ancrée dans une culture afin de comprendre et d'apprendre la langue. C'est-à-dire que l'acte d'apprentissage d'une langue inclut des processus de médiation interculturelle parce que l'apprenant d'une langue doit se libérer de ses propres perspectives linguistiques et culturelles afin de reconcevoir le monde selon une autre perspective. Alors, dire cela n'est pas dire que ces interprétations sont des tentatives à rétablir sont correctes, mais dire que ces interprétations sont des tentatives de rétablir le sens là où il y a une rupture de sens en rapprochant des significations qui existent dans les deux langues et cultures de l'étudiant d'une langue. Dans les exemples que j'ai mis en revue, la langue a été le point de départ pour une investigation d'une culture et la conscience métapragmatique a joué un rôle important dans la médiation interculturelle parce qu'elle fournit un point d'accès pour mettre en relation les langues et les cultures. On fait appel à la conscience de l'effet de la langue en action et de ce qui va être marqué, codé, exprimé par les formes linguistiques en contexte. Elle est spécifique à un contexte, mais sert comme point de départ pour l'analyse des questions culturelles de portée plus large. L'interprétation de la langue dans un contexte culturel
permis et exige que l'apprenant prenne une position en dehors de sa propre culture afin de comprendre la signification et l'usage d'un mot ou d'une phrase dans la culture cible, et le même mot ou la même phrase dans sa langue maternelle. La conscience métapragmatique est donc une partie de la conscience interculturelle et peut être un point de départ pour mieux comprendre des pratiques culturelles ou des valeurs. Les processus d'interprétation et de signification qu'on trouve dans la médiation interculturelle pour d'autres sont analogues à ceux que les apprenants de la langue utilisent dans les tentatives de comprendre les différences culturelles pour eux-mêmes. On peut donc dire que la médiation interculturelle a deux faces. La médiation externe, qui consiste à donner les moyens de comprendre aux autres, et la médiation interne, qui consiste à trouver les moyens de comprendre pour soi-même. Dans les deux types de médiation, la perspective externe prise par les étudiants est pertinente à la compréhension et à l'interprétation des différences culturelles et joue un rôle très important dans l'action et dans l'apprentissage interculturel. Je vous remercie. Je suis Nagano de l'Université de Hokkaido. Et la communication de M. Liddycourt s'appuyait sur la cinquième compétence, c'est cinquième après les quatre compétences. Et donc, c'est un développement qui dépasse la limite des quatre compétences. Et comme il y avait des analyses très précises et très détaillées et du langage, et nous avons bien compris le rôle des médiateurs. La langue et la culture sont en rapport très étroit et c'est une évidence pour nous. Mais par exemple, pour dire merci, un seul mot peut être utilisé de façon différente selon le contexte. Et on arrive à s'introduire, s'enfoncer dans la langue même. Et en réfléchissant sur les langues, on arrive à mieux comprendre la culture. Et il y a des médiateurs qui aident les autres à mieux comprendre le contexte culturel. Et la citation de Ladenkovic disait que le médiateur est peut-être traité comme si il s'agissait de quelqu'un de formé. Mais comme nous venons de comprendre, les médiateurs sont en train de se former et les médiateurs sont en mutation, en évolution. Et d'après ce que j'ai appris, Madame Tolikai a dit et aussi et les professionnels incluent les interprètes et les traducteurs. Et ce sont des médiateurs des deux langues. Et peut-être c'est le sommet où on essaie d'arriver. Et à partir de là, on peut réfléchir sur les rôles variés des médiateurs. La dernière partie m'a beaucoup intéressée, c'est-à-dire médiateur à l'intérieur de soi a été très bien décrit. Et lorsqu'on parle de médiateur, il s'agit d'une tierce personne à l'extérieur de soi-même. Mais on peut considérer que, par exemple, en réfléchissant en anglais, on peut réfléchir et on peut essayer d'interpréter l'usage, l'utilisation des mots japonais. Pour moi, les médiateurs et les non-natifs n'arrivent pas à expliquer tout à fait bien, mais je
pensais que les natifs arrivent à expliquer lorsqu'un étranger qui étudie le japonais, par exemple, j'apprends l'anglais à Hanako et il y avait une analyse du verbe ageru en japonais. Et moi, je n'ai jamais pensé à associer ageru et le verbe donner. Et c'est une approche tout à fait nouvelle pour moi. Alors, expliquer de telle façon, et je me demande comment cette personne est arrivée à inventer cette explication. J'aimerais bien vous demander, un apprenant du japonais, et pour expliquer sur l'importance d'explications de ce genre, par exemple, associer le verbe ageru et donner, etc., est-ce que vous avez des astuces à nous partager? Dans l'enseignement du japonais en Australie, on commence à apprendre une expression comme osiete agemashita à partir des verbes de don. Donc, on a des phrases où on donne des cadeaux ou quelque chose comme ça avec kudasaru, etc. Et après, on passe à étudier ces verbes dans un contexte qui n'est pas strictement un contexte de données. Donc, je crois que dans la façon d'enseigner le japonais, il y a un soutien pour cette interprétation. Donc, c'est peut-être à cause de cela qu'il a décidé de le voir comme ça. Mais on ne peut pas être sûr. C'est pour lui une conception d'une autre manière de voir le monde. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est qu'il ne voit plus cette action de sa perspective australienne. Il a commencé à se décentrer un peu. Je ne dis pas que son interprétation est la vérité, mais c'est le commencement d'un processus. Je crois que c'est le processus qui est le plus important là-dedans. C'est pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est l'interprétation des données qu'il a reçues pendant l'apprentissage de la langue. Et c'est basé sur des données assez modiques parce qu'il n'y a pas de conversation avec des Japonais ou des trucs comme ça dans ce contexte d'apprentissage en Australie. Merci beaucoup. Alors, enseigner ou apprendre l'anglais à Hanako, l'explication m'a semblé tout à fait nouvelle et je me suis demandé comment l'explication a été inventée. Mais justement, c'est à travers l'anglais, c'est aussi à travers les explications en anglais et qu'on réfléchit sur l'utilisation des mots japonais. Et c'est ainsi que l'apprenant est arrivé à expliquer par donner quelque chose, donner une action. Et c'était un point de vue qui m'a semblé très intéressant. Et en ce qui concerne les médiateurs en tant que troisième personne, et ce médiateur, on peut l'avoir à l'intérieur de soi-même. Et c'est un exemple tout à fait intéressant et je vous remercie.